quand je viens pour analyser le front squat versus le back squat des gens, tu vas te rendre compte qu'il y a souvent pratiquement aucune différence au niveau de la mécanique. Donc, au niveau du recrutement du quad ou d'ischio. All right. Good. Fait que, petite part 2, on va pas recommencer ça comme l'autre en disant all right, comment tu vas et puis tout. Mais comme, si je te l'ai pas demandé, par exemple, comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Yes, ça va super bien, man. Merci d'être de retour pour cette deuxième semaine en ligne. Ben, merci de l'opportunité encore une fois. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Je me suis mal booké mes trucs. Là, à cette heure, je me mets des 1h30, là, au moins, là, au cas où que. Tu sais jamais quand quelqu'un a de la jasette ou il n'a C'est pas. Là. ça. Mais quand il y en a, il faut que je mette plus de temps. J'aime ça, jaser. Fait que. C'est ça qui arrive. Parfait. Fait que, mettons, là, pour ceux qui arrivent, mettons, dans ce podcast, vous pouvez aller écouter la part 1. Vous allez peut-être être en mesure de plus suivre le cours de la discussion. Mais si on fait juste faire un petit recap de ce qu'on avait parlé vers la fin, mettons, au niveau des squats, si tu voulais juste faire un petit recap de OK, est-ce que les squats, c'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que tu répondrais brièvement, là, vu qu'on a déjà parlé un peu? Oui, ben, je pense que ça va avoir un impact sur les autres questions qu'il va avoir. Fait que c'est bon de faire un petit recap. Mais on avait répondu à cette question-là. Au final, ben, mon opinion, au final, c'était que ça dépend. Ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de l'analyse qu'on va avoir de ton squat. Donc, ça va dépendre vraiment de ton anatomie. Ça va dépendre de ta mobilité. Ça va dépendre de tes restrictions. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir impacter ton squat. Donc, non, ce n'est pas un exercice qui va être bénéfique 100% pour tout le monde. Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, non. Là, après ça, pour aller voir pour qui et pourquoi, bien là, on va retourner dans le podcast d'avant. Mais on avait fini juste par dire que ça dépendait vraiment de chaque personne. Donc, c'est pas blanc, c'est pas noir. C'est une zone grise tout le temps, le squat pour tout le monde. Mais c'est un excellent exercice, comme la plupart des exercices sont bons. Donc, quand tu sais pourquoi tu fais un exercice, puis quand tu es capable d'expliquer pourquoi tu fais l'exercice et que ça fit avec la mécanique de l'exercice, bien, c'est un bon exercice. Puis pour l'hypertrophie, est-ce que tu préfères un hack squat machine au back squat? Ça dépend. Comme c'est quoi ton take là-dessus? Parce que je vois beaucoup, vous puis d'autres trainers aux États qui sont beaucoup sur le hack squat machine. Puis je veux savoir, au niveau hypertrophie, y a-t-il un edge de plus ou c'est juste ça va dépendre de la personne? Encore une fois, ça dépend de la personne. Okay? Ouais. Ça reste toujours, puis c'est une réponse qui est vraiment poche à donner à tout le monde. C'est toujours ça dépend dans ces questions-là. Mais, puis je vais même pouvoir m'utiliser par exemple. Là, mais je te dirais que, mettons, quand tu vas programmer ton squat versus un hack squat, ça va peut-être pas la même. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais le même impact au niveau neural. Donc, c'est sûr qu'un squat, au niveau de la récupération, par après, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus demandant neuralement qu'un hack squat. Fait que déjà, quand tu pars de ce principe-là, c'est vraiment pas la même chose. Donc, on ne va pas aller rechercher la même chose, le même objectif avec les deux exercices. Par contre, les deux vont solliciter le quad si les deux sont bien adaptés. Donc, comme on avait dit, il y a des gens pour le squat, ça va être énormément de la chaîne postérieure. D'autres, ça va être plus 50-50, 60-40. Donc, c'est sûr que là, si on vise pour un squat pour le quad, parce que tout le monde vise ça, règle générale, il n'y a pas un avantage en hypertrophie. Maintenant, il y a des différences par contre. Fait que ça, c'est la première différence au niveau de la récupération. Ce ne sera pas la même chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est la stabilité. Donc, la stabilité d'un hack squat versus un squat. Donc, tu sais, à quelque part, ton squat, tu vas être beaucoup plus stable, donc beaucoup plus safe dessus. Donc, le mettre en deuxième ou en troisième dans ton plan au niveau de tes quads, ça pourrait être intéressant versus un squat que, en tout cas, je ne verrais jamais ça dans une programmation, mettre ça en deuxième ou en B, en C ou en D. Ça, c'est non. Fait que ça, c'est ce qui pourrait être bien avec ton hack squat au niveau de la différence. Puis, à ce moment-là aussi, mettons, je vais me prendre par exemple, puis j'ai vu ça quand même, je vois ça quand même régulièrement, c'est que, exemple, moi, j'ai un très gros butt wing, donc mon bassin va rentrer un petit peu vers l'intérieur quand je vais aller dans le bas de mon squat. Ce qui arrive avec ça, c'est que moi, il faut que j'arrête à une certaine distance pour pas que ça l'arrive. Parce que quand ça l'arrive, c'est qu'en fait, mon fessier désengage, puis finalement, ce que ça fait pour moi, c'est que je me pop une vertèbre dans le bas du dos, tout simplement. Donc, vas-y. Oui, c'est ça, tu as vu mes yeux. Et mettons, le butt wing, là, tu viens de dire, c'est au niveau de ton fessier qui désengage. Est-ce que c'est comme une finalité de, ben moi, mon fessier désengage quand j'arrive là, donc
jusqu'à la fin de mes jours, m'a squatté jusqu'à là, ou tu peux aller renforcer, tu peux activer, je ne sais pas, pour que ça arrive plus. Faut que j'arrête avant. Faut que j'arrête avant qu'il shift. Le bassin, c'est pas un mouvement volontaire, c'est 100% involontaire. C'est comme ça que je suis fait anatomiquement parlant. Donc, il va se mettre à virer à un certain point. Donc, non, je ne peux pas améliorer ça. Ce que je peux faire, par contre, ça pourrait être de mettre, par exemple, les safety à la hauteur que mon bassin se met à virer. Fait comme ça, je ne vais jamais plus bas. Ça pourrait être l'option qui pourrait pallier à ça. Mais d'expérience, je ne mets jamais les safety. Fait que là, ce qui arrive avec ça, c'est que je vais dans mes derniers sets, je vais toujours jusqu'en bas parce que la charge est plus pesante, la fatigue est plus présente. Donc, je vais aller plus en full squat, tomber dans une zone passive, puis avoir mon butt wing et me faire mal. Donc, rendu là, pour moi, le squat n'est plus vraiment pertinent pour moi parce que je me blesse une fois sur deux, puis ce n'est pas des jokes. Puis il y a aussi au niveau de mes genoux. Donc, au niveau de mes genoux, le squat, mes genoux en général sont plus écœurants dû au sport que j'ai fait dans le passé, mais sont plus super bons mes genoux en ce moment. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que mon squat, qui m'offre beaucoup moins de stabilité qu'un hack squat, fait en sorte que une fois sur trois, je vais ressentir de la douleur dans mon genou. Donc, encore là, pour moi, le risque versus le bénéfice de gain en hypertrophie pour mon squat, il est plus bon. J'ai beaucoup plus de risques que de bénéfices. Donc, à ce moment-là, je squatte littéralement plus. J'ai squatté une fois dans ma dernière année de programmation. Donc, pour moi, le hack squat devient mon staple exercise pour mes quads. Donc, parce que j'ai plus de stabilité, donc mon genou, moins de blessures, j'ai aucun butt wing sur le hack squat. Fait que pour moi, je n'ai que des avantages et aucun inconvénient à faire ça. Une place que ça peut blesser, c'est en fait, il faut comprendre, comme j'ai dit au début du podcast, dans mon parcours, je faisais des jambes 3-4 fois par semaine, steady pendant 2 ans. Donc, moi, mes patrons moteurs au niveau du squat sont extrêmement bien développés. J'ai fait ça, j'ai squatté toute ma vie, c'est pas compliqué, ça fait 3 ans que je ne squatte plus. Là. Fait que j'ai squatté toute ma vie d'entraînement. Ce qui arrive avec ça, c'est que j'ai développé des excellents patrons moteurs à ce moment-là pour mon squat. Puis c'est quelque chose qui est important à développer chez un client, chez quelqu'un, en fait. C'est d'avoir des bons patrons moteurs parce que le squat, ça reste un mouvement de base. Ça reste un mouvement qu'à 75 ans, tu vas être vraiment content d'effectuer avec un très bon patron moteur pour ne pas te blesser. T'sais. Donc, mettre un débutant juste sur le hack squat, quelqu'un qui, parce qu'on va le voir, des fois, les gens vont commencer à squatter, les genoux vont aller un petit peu tout croche, ça va partir de tous les côtés. Ouais. Mais c'est un passage obligé quand les gens sont ce qu'on appelle moron moteur, donc ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas des bons patrons moteurs. Donc, c'est un passage obligé, puis ce n'est pas un passage où est-ce qu'ils vont se blesser parce que les charges ne sont vraiment pas extrêmes pour ces gens-là non plus. Donc, c'est vraiment intéressant et important pour eux autres de développer leur squat, leur patron moteur de squat. Donc, pas nécessairement les mettre directement sur un hack squat parce qu'on voit que ce n'est pas un super beau mouvement, ce n'est pas un squat textbook, par exemple. Ouais. Sauf que, comme je dis, moi, mon patron moteur, il est bien développé à travers les années. J'ai plus de problème avec ça. Ça reste un mouvement pour moi qui est ancré en moi, qui se fait toujours d'une belle manière, finalement, sans blesser, sans avoir une structure bizarre quand je le fais. Donc, je peux maintenant focusser juste sur un hack squat puis faire pratiquement que ça sans vraiment problème pour le développement de mes quads. Puis maintenant, pour répondre finalement à la question, est-ce que ça a une différence au niveau du gain en hypertrophie? Je te dirais que non. Parce que ça, je pense que je l'avais parlé un petit peu dans l'autre podcast. Tu regardes des gars comme Ronnie Coleman, puis quand on va regarder, mettons, les jambes des bodybuilders, en général, on s'entend que les jambes des bodybuilders, c'est pas mal les meilleures jambes en termes de développement musculaire que tu pourrais avoir. Ouais. Tu regardes Ronnie Coleman, qui est un top olympien, il squattait l'eau, puis il squattait souvent, puis il y avait des maudits bons quads, on va se le dire. Mais tu as des gars comme exemple Phil Heath, qui lui ici est un excellent bodybuilder, c'est un top lui ici, ce gars-là, du squat, ça fait très, très, très longtemps qu'il ne l'a pas fait, puis il va faire beaucoup plus du hack squat, du leg press, des choses comme ça. Puis il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait sortir, mais si on prend juste les deux tops dans ce milieu-là, ils ont deux styles de training complètement différents pour leur quad, puis au final, ils arrivent avec la même qualité de gain en hypertrophie. Donc, est-ce que ça a une incidence sur le gain en hypertrophie? J'aurais tendance à dire que non. Mais ça peut avoir une incidence sur plein d'autres choses. Les blessures, donc le risque versus bénéfice, sur les patrons moteurs aussi, quelque chose qui est quand même important à regarder avec ton client. Donc, je dirais ça. Oui. Puis tantôt, tu as parlé de débutants, ça m'a fait penser de, tu as dit, mettons, avant de les envoyer sur un hack squat, il faut qu'ils apprennent le patron moteur, mais avant de les envoyer sur un back squat, je pense qu'il y a des bases à avoir déjà là. Genre, totalement. Être capable de contracter son quads, être capable de contracter son ischio, son fessier individuellement pour que totalement. Tout ça contracte ensemble. Fait que ça serait quoi tes meilleurs trucs
là, on parle d'un débutant, là, comme il ne peut pas rentrer sur squat et mettre une plate. Là. C'est quoi c'est go-to qu'il devrait faire avant de se rendre? Tu sais, ça, c'est encore une question de ça dépend. Ça Donc, c'est dépend, plusieurs oui. volets. Je vais te le dire, ça va dépendre de quoi. C'est vraiment simple. Ça dépend de l'évaluation initiale que tu vas avoir faite avec. Donc, l'évaluation physique que tu vas avoir faite avec, en termes de mobilité, en termes d'analyse de biomécanique, comme quand tu vas l'avoir regardé sans barre, sans poids, son squat, son deadlift, ces trucs-là. Puis quand tu vas avoir fait ces testings musculaires, voir si, exemple, il y a une chaîne postérieure désactivée ou des trucs comme ça. Donc, tout ça va vraiment t'indiquer sur le genre de progression que tu vas faire avec ce client-là, puis sur quoi il va commencer, en fait. Là, parce que c'est clair qu'une personne avec une chaîne postérieure complètement désactivée puis une mobilité qui est exécrable, puis j'ai vu ça quand même assez souvent là, au niveau des chevilles et des hanches, ben je ne le mets pas sur un squat le premier mois. Donc, ce qui va arriver, c'est que ce que je vais faire, ça va être de l'activation. Donc, genre, mettons pour les ischios, mettons qu'on y va dans les must, là, dans ce qui est le mieux, par exemple. J'aime pas ça dire le meilleur parce que c'est pas ça, mais ce qui se fait le mieux puis ce que je vais utiliser le plus régulièrement, un standing leg curl en activation pour les ischios. Ça va être assez intéressant, surtout que aussi, c'est unilatéral. Donc, c'est encore plus intéressant à ce moment-là s'il y a un débalancement puis qu'on le voit dans le testing. Un 45 back extension, toes out pour les fessiers. Je trouve qu'en activation, c'est très, très bon. Puis, tu sais, c'est le genre d'exercice aussi que tu mets ton client là-dessus. Tu sais, il ne faut pas oublier, ce client-là, c'est désactivé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activation musculaire qui va se faire dedans. Il n'y a pas beaucoup de générer de tension dedans. Donc, c'est sûr que si je mets un hip thrust pour aller contracter ses fessiers, ça va faire tout sauf du fessier. Tu sais. Ouais. C'est ça. Fait c'est important de choisir aussi des exercices par lesquels que tu vas le mettre dessus, ça ne sera pas compliqué puis tu vas le sentir du premier coup. Là, le but, c'est d'augmenter le mind-muscle connection. Donc, un 45 back extension, toes out, c'est assez rare que quelqu'un ne sent pas son fessier là-dessus quand tu lui donnes 2-3 cues. Le standing leg curl, je veux dire, pour vrai, tout le monde le sent. Là, je ne vais pas dire tout le monde parce que je généralise, puis peut-être pas, là, mais j'ai jamais vu ça, par exemple. Puis après ça, pour des problèmes de mobilité, bien, on va y aller avec des progressions plus au niveau des split squats. Split squat front foot elevated à poulie basse pour apprendre le mouvement. Donc, la poulie va tirer vers l'avant, tout ça. Donc, tu sais, ça va être les staples que je vais commencer avec un client qui a vraiment plus de problèmes à ce niveau-là. Puis après ça, toujours en regardant sa progression, tout ça, peut-être que le deuxième mois, le troisième mois, ça va être intéressant de le mettre en dessous d'une barre. Là, ça va être intéressant. Encore là, pas beaucoup de poids. De toute manière, ce n'est pas quelqu'un qui va être capable de générer beaucoup de force non plus. Mais ça va être important de le mettre après ça en dessous d'une barre, commencer, même si le mouvement n'est pas parfait, même si la mobilité n'est pas parfaite, on va venir pallier avec des wedges, on va venir donner un coup de main à travers ça avec le setup. Puis, ça va être aussi, je vais y aller un petit peu plus high rep pour son squat aussi. Donc, je ne vais pas aller jouer dans du 6-8 ou du 4-6. Ça va être plus du 10-12 pour cette personne-là au départ. Puis peut-être même avec une activation au début, peut-être avec un pré-fatigue au début. Si, exemple, il y a des douleurs dans les genoux, si, exemple, les quads ne contractent pas super bien. Donc, là, ça va, comme je dis, là, c'est vraiment du cas par cas. La règle générale, pour quelqu'un qui est débutant, puis qui n'a pas des bons patrons moteurs à la base, c'est souvent quelque chose comme ça que ça va ressembler, là, avec du peaufinement à gauche et à droite là, qui va être personnalisé à cette personne-là. Oui, très cool. Bonne réponse. Yes. Bonne réponse. Yes. Si on va dans la direction, on reste dans les squats, mais front squat, back squat, ça, tu sais, pour avoir utilisé pas la technique, là, mais le système Akaso depuis les 2 dernières années, pas mal plus. Je m'en détache un peu présentement. À la maison, tu n'as pas le choix. Ouais. Mais même dans le gym, je commence à... OK, ouais, c'est peut-être pas optimal pour certaines personnes. Exact. Fait que c'est quoi ton take, toi, front squat, back squat? Y a-tu plus de quads sur un front squat? C'est-tu vrai, ça? C'est-tu pas vrai? C'est quoi la différence entre les deux? OK. Encore une fois, ça dépend. Puis ça va être ça, je pense, tout le temps qu'on va dire, puis c'est bien correct, mais au moins j'ai une explication après. Je pense que ça, c'est une phrase que si tu veux reconnaître les bons coachs, quand les bons coachs disent ça dépend, tu sais que lui, il connaît ses affaires. Parce que s'il y a une finalité, là. C'est rare que c'est noir ou blanc dans l'entraînement. C'est ça qui arrive. Puis répondre à une question, tu sais, à un client, tu sais, des fois, tu vas avoir des Q&A. Puis je me rappelle, je faisais des Q&A avec Frank, puis écoute, on répondait aux questions là, puis c'était toujours ça dépend, parce que je te connais pas, je connais pas la situation, puis la question que tu me poses, il n'y a aucun contexte. Donc moi, ça me fait capoter. Des fois, je regarde des Q&A de certaines personnes sur Internet, puis je suis comme, comment tu peux répondre à ces personnes-là? Tu as zéro contexte. En tout cas, bref, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument.
Fait que moi aussi, je suis dans l'optique de comme si ton coach te dit ça dépend, ou si la personne à qui tu poses une question, ou un coach que tu poses une question te dit ça dépend, ben il est right on à la bonne place. Exact. Parce qu'il sait qu'il y a plein de choses à observer avant de te dire ben c'est ça ou c'est ça pour toi. Donc, mais pour répondre à la question du front squat, back squat, si on regarde la théorie, si on regarde les études, le front squat est censé faire plus de quad. Donc, théoriquement. Okay, là, on y va avec les études, tout ça. Si on part avec ça, c'est vrai. Donc, l'affaire avec ça, c'est que souvent, on se rend compte que les genres de staples comme ça dans l'entraînement, c'est tout le temps provenant d'une étude, mais qu'une étude, la plupart des gens ne savent pas lire une étude, puis je ne suis pas prêt à dire que je sais lire une étude, je ne sais pas lire une étude. Je sais juste que je ne sais pas lire une étude et je sais qu'il y a tellement de choses à analyser autour d'une étude, il y a tellement de variables et de non-dits qui ne sont pas analysés que je sais que c'est très difficile de lire ça et je me fie à des gens qui savent lire les études. Donc, moi, je n'ai pas de formation, je n'ai rien là-dedans. Donc, c'est pour ça que je n'embarque jamais là-dedans. Mais après ça, quand on regarde les staples, les rumeurs, les mythes, ben, c'est toujours des choses qui ressortent d'une étude, mais que cette étude-là, après ça, quand tu l'analyses, pas par moi, mais par quelqu'un qui sait lire ça, il va te dire ben, il manque tel élément, donc non, c'est pas réellement ça. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé avec le front squat, back squat, c'est qu'il manque trop d'éléments autour de ça. Puis ça revient encore une fois, tu analyses ton client. Je vais te dire, moi, terrain, ce qui se passe, j'ai souvent programmé du front squat à des gens, mais c'est que quand je viens pour analyser le front squat versus le back squat des gens, tu vas te rendre compte qu'il y a souvent pratiquement aucune différence au niveau de la mécanique. Donc, au niveau du recrutement du quad ou ischio, peu importe, là, mais c'est rare qu'il y ait une différence entre les deux. Donc, c'est très, très, très minime. Donc, de là à dire que ton front squat va favoriser un développement de quad plus optimal qu'un back squat, c'est assez faux à dire parce que la différence mécanique est vraiment pas là. Tu sais, exemple, je te mets sur des wedges de 30 degrés. Là, tu vas avoir une méga différence. Je te mets en front squat versus ton back squat. Si on l'analyse, tu ne feras pas grand-chose. Puis ça reste encore à regarder les leviers de ton client puis toute la patente. Mais est-ce qu'il y a une autre chose qu'il faut que tu regardes avec ton front squat? C'est le tonus au niveau du haut du corps. Donc, la charge est retenue par ton haut de corps. Puis à ce moment-là, ce que je me rends compte bien souvent aussi, c'est que les gens ne sont pas capables autant de loader sur un front squat que sur un back squat. Absolument. Fait que là, ça c'est un autre élément qui rentre en ligne de compte. Fait que là, tu rentres l'élément stabilité. Souvent, les gens vont être moins stables sur un front squat qu'un back squat. Fait que là, tu enlèves un peu l'élément stabilité qui est, on va dire, un squat aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus stable sur la terre. Un back squat, excuse-moi. Donc là, tu enlèves l'élément de stabilité de ton back squat, tu le mets sur le front squat, puis là, la personne est encore moins stable. Là, tu regardes ça, elle n'est pas capable de charger autant, puis le recrutement au niveau du quad, il n'est pas non plus vraiment optimal, plus optimal que d'habitude. Fait que là, tu es comme, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine de je mettre un front squat versus un back squat? Là, c'est ton analyse qui va vraiment dépendre de ça. J'ai vu certaines personnes qui, avec la mobilité qu'il y avait, ça l'avantageait quand même relativement bien le quad, et à ces personnes-là, je le programmais. Mm-hmm. Mais pour la majorité des gens, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence au niveau de la mécanique d'exercice. Puis, ce qui arrivait, c'est qu'ils loadaient moins sur leur front squat que sur leur back squat. Donc là, tu arrives à la dernière donnée qui est comme, est-ce que la personne va plus progresser avec un front squat? Bien, non, malheureusement, parce que l'avantage mécanique qu'il va avoir sur son front squat ne sera pas assez grand pour compenser la perte de charge qu'il aurait pu avoir sur son back squat avec peut-être un petit wedge de 10 degrés pour aller chercher encore plus de quad dans son squat. Fait que là, de dire que ton front squat il est vraiment meilleur pour que le back squat, j'aimerais ça qu'on arrête de dire ça parce que c'est vraiment pas tant vrai que ça. Là, je te parle vraiment expérience parce que c'est les clients que j'ai analysés là-dessus à travers le temps. Bien, c'est ça, c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est la mobilité. Pas la mobilité, excuse-moi, mais la mécanique n'est pas vraiment différente. Ça n'avantage pas bien plus le quad pour la majorité de mes clients. Puis en plus de ça, la charge est vraiment moins importante parce que, bon, ils vont pencher un petit peu plus vers l'avant ou s'ils ne penchent pas vers l'avant et qu'ils restent droits, bien, la charge, ils vont juste la déloader. Exact. Donc là, je suis comme, OK, on va retourner avec un back squat rendu là, tu sais. Ouais. Parce que reste qu'une progression au niveau de la charge va rester quand même ton meilleur moyen d'hypertrophier ton quad au final. Tu sais. Il y en a plein d'autres principes, mais celui-là reste quand même le principe mère. Là, tu sais. Exact. Donc, la force, la progression, le progressive overload, ça va rester toujours deux éléments très, très, très intéressants pour progresser au niveau physique, là, au niveau d'hypertrophie. Oui. Puis tu as parlé d'études, ça m'a fait, j'ai un petit flash.
Les genoux, il ne faut pas que ça dépasse les orteils. C'est squat. Quand tu as dit études, pour vrai, moi, j'ai pensé direct à ça. OK. Euh, ouais, parlons-en. Ça, je pense que c'est la plus grosse bullshit de l'entraînement ever. Là, si on parle au niveau des exercices, je pense que c'est la pire affaire. Comme, arrêtez de dire ça. Là. Si tu n'as pas de contrôle musculaire, oui, c'est de la merde de dépasser tes orteils. Mais si tu as un contrôle musculaire et tu as une contraction dans ton quad, tu n'en auras pas de problème. Puis ça va même favoriser l'hypertrophie de ton quad puis le développement de ton quad. Fait que ça, c'est juste que en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens se backaient plus en disant, mettons, tu fais un lunge, puis là, il ne faut pas que ton genou dépasse. Mais c'est que quand tu ne comprends pas les principes de biomécanique, là, ben, c'est sûr que c'est une protection de dire ça à ton client. C'est sûr qu'il n'aura jamais mal dans son genou en faisant ça. Mais c'est parce que si tu es capable d'amener ton client à avoir un quad qui a un bon mind-muscle connection, un bon mind-muscle connection dans sa chaîne postérieure, ben, le plus loin qu'il va aller sans que son talon décolle, là, ça va être le mieux pour lui. Là. Donc, tu veux toujours aller le plus loin possible sans que ton talon décolle, puis toujours en gardant une contraction dans ton quad. Puis pour ce faire, exemple, sur ton lunge, si tu ne veux pas te faire mal, ben, contracte ton quad avant d'initier ta descente, donc ton excentrique, puis garde cette contraction-là le plus longtemps possible et ne va jamais dans une amplitude où est-ce que tu perds cette contraction-là. Je te confirme, tes genoux auront pas mal. Là. Je veux dire, j'ai des genoux vraiment exécrables. Puis je suis capable d'en faire des split squats avec le genou qui va super loin en avant. Il n'y en a pas de problème. Là, t'sais. Donc, puis j'ai vraiment des genoux qui ne vont pas bien. On peut demander à Jake, je suis toujours là, j'avais mal dans le genou ce mois-ci. Fait que, donc, je pense que c'est le pire mythe ever. Puis on l'entend encore assez régulièrement. Vraiment, je suis saisi à chaque fois. Bien, c'est ça. Honnêtement, je peux comprendre. Quand je commençais à m'entraîner, là de 13-14 ans, OK, l'information, l'accès à l'information n'était pas là, puis je comprends que personne ne comprenait ça, puis c'est correct. Sauf que là, on s'entend, là, je pense que tout le monde en parle maintenant, ou la majorité des bons coachs en parlent, puis je veux dire, tu peux juste le typer sur Google, puis tu vas avoir une réponse qui fait vraiment du sens. Fait que je suis juste comme, comment on peut encore penser ça, puis comment il y a des coachs qui peuvent encore preacher ça. Moi, c'est surtout ça. Le client, OK, ça ne veut pas dire que tu es un passionné, que tu fais des recherches, mais le coach qui a enseigné au client, c'est ça. Je veux dire, toi tu as peut-être des questions à te poser un peu. Coach, je veux dire, est-ce que tu travailles vraiment dans l'optique d'aider les gens ou pas? C'est comme, en tout cas, on va arrêter ça là mais il faut vraiment arrêter d'avoir peur de dépasser les orteils avec ton genou. Si tu veux faire du quad, c'est vraiment ça qui va favoriser le développement de ton quad, toujours en ayant un bon contrôle, une bonne contraction, jamais tomber dans une amplitude passive. Si tu respectes ces trois critères-là, tu n'auras jamais de problème. Évidemment, une chaîne postérieure activée aussi, ça va t'aider. Donc, quand tu respectes ces quatre critères-là, finalement, tu ne devrais pas avoir de problème, théoriquement parlant. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça pour les genoux. Faut arrêter de propager ça. Il faut arrêter. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas... Longtemps. Je pense que avant la pandémie, je l'ai entendu une fois. Puis on dirait que je ne sais même plus comment l'expliquer. Je suis comme... Sérieux? Je me rappelle, la fille, elle a fait son split squat. C'était sa démo. Oui. Comme, non, mais tu avance. Non, mais je ne peux pas faire ça. Je suis comme, pourquoi? Non, mais c'est parce que mon genou va dépasser. Ah oui, c'est ça. Je veux. Comme, non, mais là, je ne peux pas faire ça. C'est dangereux pour les genoux. Mais elle était vraiment comme, ah non. Dans son mindset de. Non, tu n'as pas raison. Là. Comme, j'étais juste. J'ai expliqué comme tu viens de dire, mais. Ouais. OK. C'est rendu là, OK. C'est ça. Puis, la seule variante de split squat qui va être tolérable, le genou qui ne dépasse pas les orteils, ça va être le hip dominant split squat pour la chaîne postérieure. Puis là, on est bien mieux de ne pas le voir dépasser parce que sinon, ton quad engage trop. Exact. Donc, c'est le seul moment qu'il ne devrait pas dépasser quand tu fais un split squat. Donc, ça revient toujours à dire, il faut que tu saches pourquoi tu fais ton exercice. Exact. Parce que si tu fais un split squat, OK, good, tu fais un split squat, mais est-ce que tu le fais pour ton quad ou ton ischio? Si tu le fais pour ton ischio, ton genou va toujours rester derrière. Si tu le fais pour ton quad, ton genou va toujours aller vers l'avant. Puis là, j'ai dit des toujours, c'est jamais noir ou blanc, là, mais majoritairement, ça va être comme ça qu'on va l'exécuter. Donc, quand tu sais qu'est-ce que tu fais, puis que tu comprends un petit peu l'entraînement, ben, tu ne devrais pas avoir de problème finalement. Exact. Tu as une raison pour tout. Moi, je reviens avec un autre des histoires. J'avais mis mon client sur des wedges pour son squat parce qu'il n'y avait pas la mobilité pour au niveau de la cheville. Il y avait un des coachs dans le gym qui avait dit non, il ne faut pas que tu fasses ça. J'étais comme, il n'y a aucune idée pourquoi.
Il doit faire ça. Tu sais, comme ça, c'est une autre preuve de comme pas mauvais coach, mais comme si tu es un bon coach, tu vas savoir qu'il y a une raison en arrière, puis au pire, tu vas demander au coach en tant que tel. Mais il y a une raison derrière tout, puis ça, je pense que c'est important de le souligner. Totalement. Puis, tu sais, ça me fait penser juste à une anecdote. Un moment donné, je m'entraînais là, comme 4 ans dans un gym régulier. Là. Donc, j'allais dans un gym régulier. Puis, j'étais avec quelqu'un, tu sais, puis il faisait des split squats avec des heels elevated. Donc, des heels elevated split squats. Donc, on va encore porter plus loin le genou vers l'avant. Fait qu'on pousse un autre extrême. Puis, son coach, c'était Jacob. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a bien quelqu'un qui est pas pire pour t'analyser et te dire qu'est-ce que tu as besoin. En plus, qu'on fait toujours une remise de plan d'1 heure dans le gym, fait qu'on prend le temps de regarder ton split squat. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Puis, il y a un coach qui est engagé par ce gym-là, qui a des clients, puis tout, ce gars-là. Là. Puis, tu sais, il y a un bon reach. Je me rappelle, il y avait quand même une bonne clientèle, donc populaire, si tu veux. T'sais. Puis il est allé voir cette personne-là en question, puis il est allé dire que son genou ne devrait jamais dépasser ses orteils parce que là, elle va se faire mal dans un genou. Puis à ce moment-là, il a carrément dit, tu sais, si tu veux une séance d'entraînement avec moi, je pourrais te montrer ça. Puis tout, j'étais comme... Puis là, ben, sa réponse était écœurante. C'était comme, ben, dis, écoute, c'est Jacob Hamel qui me dit de le faire comme ça, puis il m'a analysé comme ça aussi. Je pense que je vais l'écouter. C'était juste ça sa réponse, là, tu sais. Mais j'avais trouvé ça écœurant, mais tu sais... C'est juste te dire que c'est très, très, très véhiculé encore. Puis dans les gyms, tout ça, c'est populaire. Là, ça reste encore dans... En tout cas, bref, je pense que les gens ne s'informent pas tant que ça. Puis c'est un autre phénomène qu'on pourrait jaser au niveau des coachs. Là, mais, Ouais. Deux tricks pour savoir si ton coach est solide. Tu demandes une question, s'il ne dit pas ça dépend, là, il y a un flag. ouais. Puis si tu demandes pourquoi il t'aime ça, il faut qu'il y ait une bonne raison, sinon tu as un deuxième flag. Mais ça, c'est vraiment bon. J'ai plein d'autres exemples, là, mais ça, je vais en dire d'autres après. Mais ça, c'est vraiment bon ce que tu viens de dire là, parce que honnêtement, là, tout le monde qui nous écoute, là, ton coach devrait être en mesure, là, qui prend ton plan d'entraînement ou de nutrition, peu importe ce qu'il te donne, donc tout ce qu'il te prescrit devrait être en mesure. Il devrait être en mesure que quand tu lui poses une question sur tel exercice, tel tempo, tel temps de repos, tel nombre de répétitions, il devrait être capable de l'ordre des exercices, il devrait être capable de t'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi telle phase d'entraînement, pourquoi tu manges comme ça, pourquoi pas tel aliment, là, ça peut-être pas à ce point-là, mais pourquoi ces ratios de macros-là, les suppléments, ça devrait être la même chose. Donc, si ton coach n'est pas capable de faire ça quand tu le questionnes, puis je vous invite à questionner vos coachs parce que, crime, c'est là que tu vas te rendre compte si tu es avec quelqu'un qui peut réellement t'aider ou quelqu'un qui va un peu à l'aveuglette, ben ça va être vraiment ça. Tu vas le voir tout de suite. Là, puis il n'est pas censé être là, c'est lui qui a fait le plan. Là, je veux dire, il devrait le savoir. Tu sais. Puis c'est drôle parce que moi, quand je remets un plan à mes clients, ben, je commence toujours par expliquer la phase, puis pourquoi qu'on fait ça, puis on est rendu où là-dedans. Puis souvent, tu sais, ça dépend toujours du client. Évidemment, il y a du monde qui s'en fout qu'ils font tel exercice, mais ceux que je sais que ça les intéresse un peu plus, ben, c'est le genre de choses que je vais discuter avec eux. Je vais être comme, ben, je t'ai mis tel exercice au lieu de tel autre dans telle phase, c'est ça. Donc, j'explique comment que j'ai programmé tout le temps. Donc, il devrait être en mesure. Puis là, si tu voulais d'autres trucs, moi, je te dirais, avant de choisir ton coach, mettons dans l'optique que tu n'as pas de coach encore ou que tu en cherches un, je te dirais, premièrement, ben, une des choses, regarde la rétention de clients de ton coach. Donc, est-ce que ton coach a des clients pendant 6 mois, 1 an, puis après ça, ils s'en vont? Ou ton coach est capable de garder ses clients pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, name it, peu importe. Là. C'est quoi que ça va te montrer, tout simplement? C'est que ce coach-là, ben, il y a deux choses. Soit l'expertise, soit le service client qui est impacté. C'est un des deux ou les deux, carrément. Donc, parce que si, exemple, ton coach a une excellente expertise, il va être capable de te faire progresser année après année. Donc, tu ne devrais pas avoir changé de coach pour aller chercher une autre expertise ailleurs qui va te faire progresser. Donc, si ton coach est performant, il va avoir l'expertise pour et tu ne devrais jamais avoir une baisse de résultats. Tu vas avoir une progression constante à travers les années et tu devrais avoir un service optimal. Donc, un service client optimal, des réponses, tout ça, check-in, name it. Donc, tout devrait être le plus à la coche possible. Donc, si les gens partent rapidement des coachs, c'est soit que l'expertise n'est pas là, donc les clients ne progressent plus, donc ils ne sentent plus qu'ils ont une bonne progression avec lui, qu'ils sont au bout du boulot de ses connaissances de ce coach-là, ou que l'expertise n'est pas là, que le service n'est pas là, qu'il pose des questions, les réponses sont longues, les check-ins n'ont pas de réponse, name it, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être, c'est toujours un des deux. C'est très, très, très rare que ce n'est pas ça. Certaines personnes vont manquer d'argent, tout ça, mais ce n'est pas la majorité.
Donc, quand tu regardes le taux de rétention des clients d'un coach, s'ils sont là sur une longue durée, puis là, longue durée, c'est propre à chacun, mais s'ils sont là sur une longue durée, c'est un bon indicateur que ce que ce coach-là fait est très bon. Puis, une autre chose, va en DM, va parler aux clients de ce coach-là. Il n'y a pas de meilleure personne placée pour te parler d'un service d'un coach que la personne qui bénéficie de ce service-là. Le coach va toujours te dire que c'est le meilleur service et la meilleure expertise sur la terre. C'est sûr, je veux dire, tout le monde le fait puis on le fait tout dans le domaine. Personne ne va dire « Hey, moi, mon service, il est dans la moyenne. Puis mes connaissances sont dans la moyenne puis j'amène des résultats moyens. » Il n'y a personne qui va dire ça. Là. Je veux dire, c'est complètement stupide. Fait que c'est sûr que tout le monde va se dire expert, puis tout le monde va se dire les meilleurs, puis tout ça. Mais si tu te fies juste à ça, tu te tires dans le pied. Donc, c'est vraiment important. Puis tu vas le voir, là, ces pages Instagram, tout ça, ils taguent leurs athlètes, ils taguent leurs clients, les clients se taguent. Fait que c'est super facile de les rejoindre. Rejoins ces personnes-là, questionner sur le service, questionner sur l'expertise, questionner sur les résultats. Puis là, tu vas avoir vraiment du feedback. Vraiment du vrai feedback. Là. Fait que ça, c'est vraiment mes 2 tips que je donne vraiment aux gens quand ils sont dans la recherche d'un coach. Évidemment, est-ce que le coach qui fait tout le contenu qui va sortir, est-ce que les transformations qu'il donne, c'est quelque chose qui te parle? Mais en arrière d'une transformation, tu peux avoir aussi une santé qui est scrap. Donc, c'est vraiment important de reach out à ces personnes-là. Puis, tu as compétitionné avec lui, tu as repris combien de poids après 45 livres? Ou, fait que c'est de regarder tout ça, bref, parce que ça changerait énormément la game si le monde ferait ça. Je te le confirme, personne ne fait ça, mais ça changerait énormément la game, ça changerait vraiment. Je n'aimerais jamais de nom, mais il y a bien du monde qui perdrait bien des clients. Là. Fait que. Absolument. Fait que ça, c'est mes tips à moi. C'est pas pour rien, tu sais, je sais que tu en as entendu plein, là, qui rentrent dans ton bureau, puis qu'ils te content des histoires, puis tu te dis, ça n'a pas d'allure que tu vivais ça à l'autre place. Puis, une de mes clientes là, que j'ai eue, c'est peut-être 6 mois, elle était en perte de gras. Ça faisait 2 ans. 2 ans, c'est long en crise, 2 ans. Pas de carbs. Elle perdait plus de poids, puis elle était comme non, mais. Ben oui. Écoute. Hey, 2 ans. Ça me fascinait. Puis là, tu sais, on a remonté ses carbs, on a plus d'énergie, puis là, on perd du poids. Mais tu sais, à rester 2 ans, les 2 pieds dans la marde. Écoute, je veux dire, tu sais, tu me dis ça, mais c'est parce que combien de fois. Ouais, tu dois en avoir plein. Combien. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis comme, je voudrais réagir, mais j'ai tellement réagi dans le passé que là, je suis juste comme. Ça. Bon. Classique, dans le fond, c'est ça que. Je vais te le dire, là, Hugo, là, c'est rare que quelqu'un va arriver dans mon bureau et que je vais me rendre compte qu'à l'évaluation initiale, c'était bon ce qu'il faisait. Ouais, ça. Je te parle quand il était suivi avec quelqu'un, là, je te parle pas quand il est juste seul à lui-même. Là, ça, je ne porte pas de jugement quand il est seul à lui-même, mais je porte un jugement quand il va vraiment suivre un plan prescrit par quelqu'un qui est formé et payé pour ça. Là, je vais porter un jugement. Parce que moi, du monde qui arrive et qui sont à 800-900 calories pour perdre du poids, puis du monde qui ont fait des preps, qui ont fini à 700 calories, puis qui s'entraînaient 2 heures par jour, puis 2 heures de cardio, puis écoute, même là, on pourrait rentrer dans les protocoles de stéroïdes, des astuces d'affaires ni queue ni tête que j'ai vues, puis des hospitalisations après des compétitions. Écoute, j'en ai vu, là. J'en ai vu du monde, puis écoute, du monde en pandémie que j'ai vu aussi, là, que leur coach les mettait juste sur des cycles parce que sinon, ils vont perdre leur masse. Ouais, on tabac. Man, ça n'a pas de sens. Puis là, on parle de filles puis de gars, là. Genre, en tout cas, je te dis, man, j'en ai des histoires. On pourrait avoir un podcast rien que là-dessus. Là-dessus, ouais, c'est juste ça. là-dessus, pour vrai, là. Fait que comme, t'as bien des questions à les poser, puis je te dis, va parler avec les athlètes. Si, exemple, tu veux compétitionner dans le milieu bodybuilding, là, va parler avec les athlètes. Je pense que c'est parce que là, c'est ta santé qui est on the line. Là. Fait que t'es comme, va jaser avec le monde, puis va regarder comment que les gens ont vécu leur préparation de compétition, puis leur compétition, puis le après. Parce que ça va vraiment, vraiment changer ton optique puis ton choix de coach, là, je te le dis. Là. Si la santé est une priorité pour toi. Si la santé ne l'est pas, c'est sûr que là... Puis là, je dis pas... Tu sais, autant j'en connais qui sont très, très bons aussi, là. Fait que, tu sais, mais j'en connais certains qui sont très, très pas bons aussi puis qui ne devraient juste pas coacher du monde, tu sais. J'ai les deux, en fait. Tu sais, j'ai les deux. Ouais. Mais majoritairement, quand les gens changent de coach, pas parce que ça va bien, tu sais. Fait que la majorité des clients que je vais avoir, c'est que, hey boy, ça allait pas bien. Okay. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là. Ben oui, certain. That's it. Si, moi, j'aime ça qu'on s'écarte de même, mais revenons au squat. Oui, le squat. L'autre question que j'avais, c'était high bar, low bar. Encore là, est-ce une question de ça dépend? Est-ce une question de
mettons, dépendamment d'anatomie, de levier, ou c'est comme, hey, tu veux être plus quads, vas-y, high bar, tu veux être plus chaîne postérieure, low bar, comme... OK. Ben oui, tu sais, ça, c'est une bonne réponse. Tu vas être plus chaîne postérieure, low bar, ça va le faire parce que quand tu regardes un hip dumpling squat, tu vas y aller low bar. Tu sais, donc, pourquoi? Parce que quand tu analyses ton high bar versus ton low bar, encore une fois, quand tu analyses la mécanique, tu vas te rendre compte que les hanches vont un petit peu plus loin vers l'arrière. Donc, à ce moment-là, ça va engager plus ta chaîne postérieure. Ce qui fait en sorte que le high bar, c'est souvent vu aussi comme un squat de performance. Donc, vraiment pour lever pesant, donc dynamophile, haltérophile, name it. C'est plus un squat perçu comme ça. Fait que ça, c'est l'analyse mécanique. Donc, c'est la différence entre les deux. Maintenant, considérant que ton squat, ben, ton low bar vient automatiquement, quand tu vas le faire, pousser un petit peu plus les hanches vers l'arrière, donc engager un peu plus de chaîne postérieure. Quand tu es dans une optique de bodybuilding, donc de bâtir les quads, ben, c'est pas vraiment ta meilleure option parce qu'on le dit, on ne veut pas que les hanches aillent vers l'arrière, on veut que les genoux aillent vers l'avant. Donc, ton high bar va favoriser ça beaucoup plus à cause de la mécanique, tout simplement. Donc, le high bar en bodybuilding va être beaucoup, beaucoup plus populaire. Donc, pour cette raison-là. Mais encore là, on disait que c'est un squat de performance, le low bar, mais quand tu regardes encore des haltérophiles ou des dynamophiles, là, tu vas regarder, ben, il y en a qui font high bar puis il y en a qui font low bar. C'est pas une raison, c'est pas un gage que tu vas être plus fort. Pour certaines personnes, si on les analyse, ça va les avantager mécaniquement. Pour certaines autres personnes, non. Le high bar et le low bar n'aura pas tant de différence. Fait il n'y a pas vraiment de différence, mais quand tu y vas, comme je te dis, plus bodybuilding style, le high bar va mettre plus l'emphase dans ton quad automatiquement à cause de la mécanique. Fait c'est plus avantageux, puis c'est pour ça qu'on le revoit plus souvent aussi dans notre milieu, en high bar, par exemple. Ouais. Puis l'autre chose aussi, je te dirais, le low bar, par contre, va être un peu plus facile pour les gens qui sont très massifs. Donc, des gros bodybuilders, le low bar va être plus facile parce que les coudes vont un petit peu plus vers l'arrière quand tu le fais. C'est un petit peu plus large, fait que tu es quand même plus capable de le mettre sur ta masse. Mais encore là, souvent, ces gars-là sont juste même plus capables de faire cette rotation externe-là. Donc, c'est pas bien grave. Puis, ça me ramène à dire, le front squat peut être intéressant pour des gars fucking massifs aussi. Donc, les gars qui sont très, très, très massifs, qui ont une bonne corpulence au niveau du corps, puis là, je te parle muscle ou gras, peu importe, là, mais souvent plus muscle qui va te limiter, puis qui n'ont pas une super bonne mobilité, le front squat, ça devient une super belle option pour eux autres s'ils veulent squatter parce que, je veux dire, il y en a bien qui ne sont pas confortables comme ça. Là. Puis, tu sais, je suis loin d'être le gars le plus massif sur la terre, puis même moi, je ne suis pas tant confortable que ça. Fait que, tu sais, tu as ton front squat qui est une option, ton low bar qui est une option, puis tu aurais le safety bar qui est une option aussi. Si je squatte, moi, c'est avec le safety, j'adore ça. Ouais, moi, si toutes les gyms pourraient avoir cette barre-là, honnêtement. C'est incroyable, pour vrai. Là, j'adore ça. C'est fou. Fou, raide. Ouais. Tu sais, tu sais pas à quel point tu es inconfortable sur un squat jusqu'à temps que tu le fasses avec un safety bar. C'est carrément ça. Quand j'ai embarqué en dessous de ça la première fois, puis en plus, c'est tout coussiné, puis tout. Hey, j'étais embarqué en dessous de ça, j'ai fait comme, hey, j'ai jamais été confortable sur un squat de ma vie, finalement. Puis que ça change, mettons, au niveau des leviers, anatomie, ça change-tu au niveau du recrutement pour des quads, des skis, ou ça change quelque chose par rapport à ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait que cette barre-là rend le squat, la position du squat plus facile? Ben, c'est vraiment au niveau de la mobilité, je te dirais. Seulement à ce niveau-là? Ben, c'est parce que nous autres, on a la Kabuki Strength. Là. Ouais. Fait que là, on peut la mettre en mode front squat, back squat, goblet squat. Tu peux tout faire tes sortes de squats finalement. Fait que là, celle-là, tu peux vraiment changer ton recrutement avec, là, comme littéralement. Sinon, ton safety bar régulier, il n'y a pas tant de différence encore. Ça revient genre un peu à un front squat, back squat. Là. C'est ça. Il n'y a pas bien de différence. Vraiment pas gros, puis ça va dépendre de chaque personne, mais c'est vraiment, vraiment minime. Ce qui va différencier vraiment, c'est la prise. Là, je veux dire. Beaucoup plus confort. Beaucoup plus de confort, exact. Fait que si tu veux squatter avec ton safety bar versus une barre régulière, pour un back squat régulier, ben, il n'y a pas vraiment de différence. C'est la même chose, c'est juste pas le même outil de travail. Juste plus de confort. Oui, c'est ça. C'est comme tu as un lit de camp et un lit d'hôtel. C'est même affaire. Le choix est facile. Le choix est facile, là, tu sais. Exact. Ouais, fait que je te dirais ça, low bar, high bar, low bar, c'est pas mal ça comme ça que je travaille avec. Je sais pas si toi, tu travailles différemment avec, là, mais... Je vais y aller souvent plus high bar. Ouais.
Mais encore là, ça va dépendre. J'essaie de, quand je dis ça dépend, de mettre Ouais, beaucoup de critères et de facteurs à regarder, analyser, comme ça les gens savent un peu plus. c'est ça. Mais c'est ça, ça va dépendre. J'ai des clients qui back squat comme 400 livres puis qui sont low bar. Puis j'ai des, tu sais, là, c'est quasiment comparable. Là, j'ai des filles qui squattent 225 au-dessus, qui sont high bar, tu sais. Sont autant, tu sais, les deux sont ultra forts. Exact. Tu sais, les deux ils ont un bon développement au niveau des jambes. Après ça, c'est qui est plus confortable dans quoi? Exactement. C'est ça qui rentre en ligne de compte. Là. Je ne l'ai pas mentionné, mais le confort, c'est vraiment important à regarder avec ton client aussi. Es-tu confortable sur un front squat? Es-tu confortable sur un back squat? Si ni un ni l'autre, tu es confortable, c'est peut-être pas un bon exercice pour toi. T'sais. Il y a ça aussi à analyser, fait que tu as tout à fait raison. High bar, low bar, tu as un confort à regarder aussi. Là, pour ma part, je suis pas confortable ni un ni l'autre. Mais c'est ça pareil. Maintenant que j'essaie le safety, je sais que je ne suis pas confortable. Je le vois, j'ai une grosse restriction. Là, High bar, moi, j'avais tout le temps été low bar dans ma vie. J'ai commencé à faire de l'haltéro ça fait 5 ans peut-être que j'ai fait de l'haltéro. Puis là, de l'haltéro, c'est high bar. Ouais. Oh boy. Ouais. J'avais les lats là, qui crampaient tout le temps. Parce qu'il faut vraiment que tu sois à tête. Puis les lats, tout le temps en train de cramper, incapable de maintenir cette position-là. Mais c'est un cue à donner, en fait, les lats contractés. C'est ça. Mais cette position-là le favorise un peu plus aussi. Exact. Fait que pour moi, low bar, c'est 10 fois plus confortable. Moi, tu vois, ça a été high bar all my life. J'ai eu la barre dans la nuque toute ma vie, puis low bar, je vais l'utiliser plus pas plus, mais je vais l'utiliser si je fais du abdominal squat. Qui est le seul squat qui me fait pas mal dans les genoux, puis une knee de butt wing. Fait que j'adore le abdominal squat. C'est pas pour le quad. C'est quoi la différence entre un hip dominant squat et un squat pour ceux qui peut-être comprennent pas ce qu'on veut dire? Ton hip dominant squat va être vraiment pour ta chaîne postérieure. Évidemment, tu vas avoir du quad d'engagé. Fait que si tu as fait des exercices de quad avant, c'est sûr que tu vas le sentir. Mais c'est parce que dans le fond, mécaniquement parlant, tu vas arrêter pas mal aux 90 degrés. Tu ne dépasseras pas plus loin, tu dépasseras pas plus bas, excuse-moi, parce que là, ce qui va arriver, c'est que ton ischio et ton fessier vont te désengager. Puis le but, c'est de targeter le fessier et l'ischio. Donc, le premier mouvement, dans ce mouvement-là, ça va être d'initier tes hanches vers l'arrière. Comparativement à ton squat régulier qui est de descendre de haut en bas, là, tu vas plus aller vers l'arrière. Tu vas avoir plus un stance de low bar aussi pour en mettre encore plus l'emphase dans tes hanches. Puis tu vas avoir aussi un stance plus large aussi pour favoriser plus le mouvement au niveau des hanches. Donc, ça va être les grosses différences, mais puis ton back squat, ça va être vraiment pour le quad de haut en bas. Le genou qui dépasse le plus loin possible. Qui dépasse de tes orteils va favoriser plus le quad. C'est les deux les grosses différences. Puis ton hip dominant squat, ton genou ne dépasse pas tes orteils par le fait que tu pousses tes hanches vers l'arrière. Exact. Merci de cette précision. Exactement. Ouais, on parle de ça tout à l'heure, mais c'est vrai que le monde sont peut-être comme c'est quoi ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui font ça. Là. Exact. Hip dominant split squat, hip dominant squat. Juste le hip dominant, des fois, le monde peut moins bien assimiler. Totalement, c'est vrai. Ouais. All right, on va passer aux questions du public. Oh yeah. Le public va aller checker ça. La première, je vais donner un petit shout-out à Joe Girard pour ça. Si tu pourrais revenir dans le temps, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux jeunes PA avec le bagage que tu as été chercher avec le temps? Ouf! Tellement de choses parce que ça a tellement de volets, ça. Mais je vais commencer avec le domaine de l'entraînement. Je me dirais, honnêtement, je ne changerais rien au monde dans le sens que, je veux dire, tout ce que j'ai fait a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas fait ce que j'avais fait. Donc, je ne changerais rien, mais mettons qu'on jase que je pourrais vraiment revenir à l'arrière. Premièrement, je dirais au PA de faire du haut de corps, puis qu'il arrête de se fier à l'opinion des autres, puis que, tu sais, dans le fond, c'était vraiment pour ça que je le faisais. Fait que je ferais comme fais du haut de corps, parce que là, après ça, tout le reste de ta vie, tu vas rien que faire du haut de corps parce que tu vas avoir de la misère à ramener avec tes jambes. Fait que là, ça, c'est mon problème en ce moment. Fait que je dirais premièrement de faire du haut de corps parce que c'est aussi important que le bas de corps et vice-versa. C'est rare qu'on entend ça. Ça, c'est l'inverse. Je sais, mais tu sais, je me le dirais pour vrai. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, fie-toi pas aux opinions des autres.
fais-les ton haut de corps, on s'en fout que tu benches une barre, c'est pas grave. Tout le monde a commencé à quelque part, mais c'est sûr que moi, je regardais des Ronnie Coleman, fait que des dumbbells de 200 livres, quand toi, tu benches une barre, et t'es comme, y a-tu vraiment commencé où j'ai commencé? Sûrement pas, là, mais quand même. Fait que, bref, je me dirais ça, la première affaire. Deuxième affaire, je me dirais, mange. Mange des protéines. Donc, tu sais, je pense que ça aussi, là, je veux dire, au niveau des protéines, tout ça, c'est comme ça a pris du temps avant que j'aille cette notion de nourriture-là. Donc, de m'informer un peu plus sur la nourriture, juste de comprendre que pas juste l'entraînement qui amène la shape, mais c'est tout le reste aussi. Ça serait la deuxième chose. La troisième chose, ça serait... écoute-toi. Écoute ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie. Tu sais, oui, je suis devenu pompier. Comme je dis, je ne regrette pas mon parcours. Ça m'a fait vivre des choses, des expériences. Tu sais, comme je suis qui je suis à cause du parcours que j'ai. Mais tu sais, je pense que dans l'âme, je suis beaucoup plus un entrepreneur qu'un employé. Tu sais. Donc, à ce moment-là, c'était mon rêve plus au départ. Donc, c'était ça que je voulais faire. Je ne savais juste pas comment le faire puis comment partir. Mais si j'avais à recommencer, ça serait juste écoute ce que tu as envie de faire. Puis écoute pas ce que les autres autour de toi vont te dire de faire ce qui est bon pour toi. Donc, je me fiais beaucoup à l'opinion des autres. On le comprend, je m'entraînais, je me suis un petit peu plus, parce que je n'étais pas bien à mon corps, donc j'avais peur de la perception des gens. Même chose là, je ne savais pas trop comment me lancer comme entrepreneur. Donc, j'ai suivi le flow, écouté mes parents, un peu aussi c'est quoi un bon emploi, tout ça. Donc, j'ai été dans cette lignée-là. Donc, si j'avais à recommencer, c'est sûr que je voudrais recommencer dans le domaine de l'entraînement, être entrepreneur dans ce milieu-là aussi. N'aie pas peur d'investir. N'aie pas peur d'investir du temps, mais aussi de l'argent. Donc, je pense que les deux, ça, c'est des gros game changers que j'ai eu dans les dernières années, le temps et l'argent. Donc, n'aie pas peur d'investir. N'aie pas peur de te faire coacher. N'aie pas peur d'aller chercher des coachs de qualité. Puis là, je te parle dans tous les aspects de ma vie. J'ai des coachs en développement personnel, coachs en vente, j'ai des coachs en entraînement. Donc, n'aie pas peur d'investir là-dedans parce que c'est toutes des choses que j'ai faites à retardement. Qu'au final, je me dis, Colin, imagine si j'avais commencé ça à 20 ans au lieu de 26 ans quand j'ai commencé plus ce parcours-là de coaching et tout ça. Donc, puis c'est ça, investis ton argent, investis dans des coachs, investis dans une business, investis dans l'immobilier, name it, mais investis. Donc, ça serait, je pense, si j'avais vraiment à recommencer, là, je pense que c'est des choses que je voudrais changer pour encore plus améliorer la personne qui je suis en ce moment, que je sois déjà à un autre niveau, mettons. Oui. Le point du coaching, c'est 100 000 % vrai, honnêtement. Ouais. Moi, j'ai 24. Si j'avais pu commencer à 20, d'avoir, 18. mettons, un 18, là, juste d'avoir quelqu'un qui est là pour... Tu te casses pas la tête, tu te plantes pas direct dans le mur parce que lui, il s'est planté dans le mur ou lui, il a vu du monde planté dans le mur, fait qu'il va t'empêcher de te rendre là. Exact. Ça fait toute la différence. Là, fait que, ça vaut de l'or. Ça, je partage à 100%. Tu progresses tellement, puis je vais le dire, là, c'est 100 fois plus rapidement avec un coach. Ah, fois 1000. Tu sais, puis c'est drôle, j'avais une discussion avec un client au téléphone, j'ai un client potentiel aujourd'hui, puis c'était exactement ça. Il était comme, tu sais, je vais mettre ça sur pause en ce moment, le fait d'aller de l'avant avec vous pour l'instant. Puis la raison, c'était je vais lire sur l'entraînement, je vais progresser ensemble. C'est une question budgétaire quand même, là, mais fait que lui, il voulait vraiment investir son argent pour un an de coaching avec nous, le maximum, que ça va être mais là, les gyms sont fermés, tout ça, donc là, retirer le maximum de son investissement. Puis il était comme je vais lire en attendant, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, parce qu'il me dit, j'ai eu des bons résultats dans le passé. Je m'entraîne toujours depuis moi-même. Je suis comme, mais tu sais, les résultats que tu as eus, là, genre avec un coach, c'est 100 fois plus vite qu'ils auraient eu, là, littéralement. Là, imagine, tu sais. Finalement, je l'ai eu, donc ça a fonctionné. Mais c'est un speech pareil que j'ai eu avec lui. C'était comme, les gens ne réalisent pas. Mon point, c'est que les gens ne réalisent pas. Puis ça, je veux dire, on le voit avec les appels informatifs, les gens demandent des informations. Les gens ne réalisent pas à quel point un coach, c'est important et pertinent dans ta vie. C'est jamais une dépense. C'est toujours un investissement, mais c'est quand tu es 2 pieds dedans, tu te rends compte à quel point c'est un investissement. Même si l'entraînement, exemple, là, tu penses que tu n'auras pas un retour d'argent avec ça, ben, tu vas voir, c'est un investissement dans d'autres sphères de ta vie. Donc, c'est jamais perdu. Puis, tu vas juste progresser 100 fois plus vite, littéralement. Puis, depuis que j'ai des coachs dans plein d'aspects de ma vie, j'ai jamais autant évolué, autant dans ces sphères-là, mais aussi en tant qu'individu. Donc, personnellement parlant, tu sais, donc,
Puis, tu sais, mon entourage en parle, tu sais, puis je le sens, puis je le vois. Colin, j'ai vraiment changé. Donc, on parle toujours de s'améliorer, mais à ce niveau-là, je te dirais que j'ai même changé des aspects de ma vie. Donc, on dit toujours que quelqu'un ne peut pas changer, juste s'améliorer. Je te confirme, je pense que j'ai changé sur bien des points. Fait que c'est de montrer la puissance d'un coach, là, dans peu importe la sphère de ta vie ou d'une ligne directrice de quelqu'un, un mentor, peu importe, appelle ça comme tu veux. Là, exact. Moi, je donne tout le temps, c'est pas une analogie, là, mais l'exemple de, mettons, ça c'est toi tout seul, ça c'est toi avec un coach. Seul, tu vas te rendre au bout en faisant des zigzags. Ça va te prendre peut-être, mettons qu'on dit un chiffre par rapport à 2 ans. Le coach, tu vas y aller en ligne droite, ça va te prendre 1 an. J'ai à peu près la même analogie. Moi, c'était avec la Floride. La Floride. Avec la map. Ouais, toi puis moi, on s'en va en Floride. Moi, j'ai Waze, toi, t'as rien. Bon, les deux, on s'en va à Orlando. Moi, ça me prend 19h30, temps record. J'évite les bouchons de circulation, j'évite la construction, les chemins fermés, les péages. J'évite tout. Je rentabilise de l'argent puis du temps en faisant ça. Toi, ben, tu sais qu'il faut que tu prennes les routes pour le sud. Fait que tu prends des routes qui vont vers le sud. Un moment donné, tu te rends. Fait qu'ultimement, après 6 jours, tu te rends au même endroit que moi. Sauf que moi, toi, ça t'a pris 6 jours. Moi, ça m'a pris 19 heures. C'est bon, ça. Je pense que je vais réutiliser ça. Puis, l'autre aspect que tu rentres dans ça qui est intéressant, toi, tu as perdu du cash. Moi, je n'ai gagné. Donc, j'ai évité des péages. J'ai gagné de l'argent dans mon gaz. Millage, n'imite. Toi, ben, tu as tout dépensé ça. Fait que, voilà, tu pourrais dire que j'ai payé des hôtels puis tout, puis là, que non, là, mais Gaston, il va vraiment basic. Basic, tu as sauvé du temps et de l'argent avec un coach. C'est exactement ça que ça va faire. Tu penses que c'est une dépense, mais je te le dis, c'est un investissement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait que, parce que ton investissement là va peut-être te rapporter dans 20 ans sur ta santé, sur des coûts que tu n'auras pas à dépenser, sur des professionnels que tu n'auras pas besoin d'aller voir pour des blessures, des douleurs, des ci, des ça. C'est ça ton investissement avec un coach. Il ne faut pas l'oublier. L'investissement, tu ne vas pas faire « Ah, j'ai un coach, je fais 500$ de plus par mois. » Non, c'est pas de même, ça marche. Mais l'investissement, si tu regardes sur un lifetime, ben, tu vas éviter des frais d'ostéopathe, de chiro, d'acupuncteur, name it, je ne sais pas moi. Tu vas peut-être éviter médicaments, santé, tout ça. C'est tout ça que tu vas sauver. Donc, c'est un investissement plus sur le long terme pour l'aspect monétaire, mais il y a vraiment un investissement à faire là. Puis même, tu sais, je sais que vous êtes pareil que nous autres, là, au niveau, tu veux développer, oui, le physique de la personne, mais comme pour y arriver, il faut que tu développes l'aspect mental. Puis un coup que tu améliores l'aspect mental de la personne, ben ça se transmet dans sa vie. Là. Totalement. Là, ça se fait que Chris, ça va peut-être demander à son boss une augmentation, puis elle ne l'aurait pas fait avant. Elle va peut-être changer sa vie, elle va peut-être whatever. Mais ça, elle l'a fait parce qu'elle a investi dans un service de coaching. Coaching, oui. C'est ça l'affaire. 100%. Puis ça, c'est un aspect qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, le développement personnel, je le travaille pas avec tous mes clients. C'est pas tout le monde qui en a besoin. Mais certains de mes clients, des fois, c'est un frein à leur progression, premièrement. Mais certains, c'est pas un frein, mais c'est quelque chose qu'ils ont besoin qu'on fasse aussi parce que, mettons, au niveau stress, anxiété, tout ça, très élevé, sommeil moins bon, c'est tous des choses, des endroits où est-ce que le développement personnel peut rentrer en ligne de compte et venir favoriser ces aspects-là. Puis c'est quelque chose que je fais quand même avec certains de mes clients. Ils vont se reconnaître s'ils écoutent le podcast, mais on peut parler 1 heure ensemble sur un suivi juste de développement personnel, puis de la vie, puis de plein de concepts de même. Fait que bref, oui, totalement. Là, totalement. C'est quelque chose à ne pas négliger dans le coaching. Ça pourrait être un autre podcast, ça aussi. Ah ouais, on peut faire plein de podcasts. Vraiment, vraiment. Ouais. Deuxième question de coach Kev Renière, que je salue, by the way. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te concentres plus sur l'aspect vente chez Quantum et un peu moins sur l'entraînement à partir de maintenant? OK. Ben c'est ça. Dans le fond, je pense que je ne l'avais pas dit au début du podcast, mais dans le fond, je suis directeur adjoint, directeur des ventes chez Quantum. Donc, j'ai un autre poste qu'entraîneur. Donc, je m'occupe beaucoup de développement à faire puis des ventes, évidemment, directeur des ventes. Ce serait pas pire que s'occupe des ventes. C'est ça. Fait que c'est ça. Ben, tu sais, premièrement, la vente chez nous, chez moi, chez nous, mais dans ma famille, mais chez moi, c'est un skills naturel. Donc, c'est quelque chose, c'est une capacité que j'ai naturellement. Puis je l'ai vu avec mon coach de vente, justement, qui m'a étalé les qualités que j'avais comme vendeur, que je ne savais même pas que j'avais. Puis il y a plein de choses que j'appliquais déjà. Donc, c'est pour ça que ça allait déjà bien, mes ventes dans la vie en général, parce que
il y avait plein de concepts que je faisais inconsciemment, mais que c'est des concepts déjà que certaines personnes doivent même apprendre, mais que je n'ai pas besoin d'apprendre. On part du principe que, mettons, je suis gifted en vente. On part de ce principe-là. Premièrement, je vais le dire comme ça, je suis un gars à l'argent dans la vie. J'aime l'argent. Donc, puis l'argent est aux ventes. Donc, c'est simple, l'argent est aux ventes. Puis j'aime l'argent. Donc, tu sais, c'est toutes des choses c'est toutes des réalisations que j'ai faites dans les dernières années aussi. Là. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Là. Mais c'est toutes des réalisations que j'ai faites. Puis, je suis un gars à l'argent. Puis, j'aime ça faire Donc, des ventes, j'aime ça faire ça. Donc, je me spécialise là-dedans. Je deviens meilleur en vente. Puis, je me rends compte que je deviens très bon en vente, en fait. Tu sais, c'est comme, ça va très bien. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que rapidement, je me suis rendu compte, avec mes propres clients, que souvent, j'en avais là-dedans qui étaient coach, qui voulaient devenir coach, ça, puis j'aimais ça les conseiller. Puis là, je leur donnais des conseils. Puis là, ce qui me faisait vraiment triper en tant que personne, c'était quand cette personne-là revenait, pas qu'ils me disent qu'il a pris 2 livres de Massmeg, mais qu'il fasse 600$ de plus par mois. Ça, j'étais comme « Oh shit, nice, man, c'est malade, ça! » Puis là, ça me faisait vraiment triper. Il ne faut pas l'oublier, j'étais un gars à l'argent. Donc, moi, quand je fais faire de l'argent aux gens ou quand moi, je fais de l'argent, bien, je tripe vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'allume, puis j'aime ça, puis c'est le genre de feedback que j'adore. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que Jacob fait beaucoup de coaching d'entreprise aussi. Donc, moi, je m'occupe du créneau un petit peu plus de la vente, puis en tout cas, j'aide les gens aussi en vente avec mes clients, tout ça. Donc, c'est vraiment une passion pour moi, puis je me rends compte vraiment que ça, je tripe, c'est une passion. J'adore faire de l'argent aux gens, puis je suis sincèrement heureux pour chacune des personnes qui va faire plus d'argent parce que je vais y avoir donné des conseils, je vais l'avoir formé, bon. Fait que ça, c'est quelque chose pourquoi je m'en vais dans cette branche-là, bien, ça te donne une bonne idée du pourquoi. Puis l'affaire, c'est que c'est pas que j'aime pas l'entraînement, mais pas du tout. Ça aussi, c'est une passion pour moi. J'ai 2 passions, la vente puis l'entraînement. Donc, c'est de comprendre ça. C'est juste que ce qui arrive, c'est que premièrement, j'avais beaucoup de clients, puis je me suis rendu compte que j'adore coacher, mais pas 60 clients en même temps. Donc, j'aime ça coacher, mais pas faire que ça de ma vie. Puis, j'aime ça coacher, en fait. Où est-ce que je tripe vraiment à coacher? C'est quand j'ai juste un petit peu de personnes. Comme maintenant, il me reste quelques clients, peut-être 15 clients. Puis, c'est plus des gens, plus dans l'aspect bodybuilding, compétition, tout ça aussi. Donc, c'est le genre de clientèle que je veux garder aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'adore, que je tripe. J'adore sur le bodybuilding. J'adore sur ces gens-là aussi. C'est des gens qui sont disciplinés. Je ne parle pas des autres. J'ai eu plein de clients disciplinés qui n'étaient pas là-dedans dans le monde de compétition. Mais ça pour dire que sont très… En tout cas, j'ai rarement vu quelqu'un qui n'était pas discipliné là-dedans. Là. Donc, j'ai du monde qui sont à 100%, qui font tout ce que je leur dis. C'est simple, c'est facile. Puis, je tripe là-dessus. Donc, je tripe sur augmenter mes connaissances là-dedans. Je continue à me former là-dedans. Je continue à étudier ça. Ça reste une passion. Je tripe sur avoir un petit comment dire ça? Un petit bassin de clients. Exact, que je vais garder encore sur une longue durée parce que je me suis rendu compte que c'était juste le ratio qui était disproportionné, que 60, je m'écœure, puis 10, je tripe, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Puis la vente, bien ça, si je peux avoir 60 clients en vente, je vais triper. Mais si je n'ai 10, je vais être plus malheureux. Donc, tu sais, il va me manquer quelque chose. J'aimerais ça en faire plus, tu sais. Donc, puis tu sais, j'en mange de ça beaucoup, là. Fait que j'adore ça. Fait que le pourquoi du comment, là, je sais que j'ai dit bien des affaires, mais ça ressemble vraiment à ça. L'entraînement, c'est une passion. Puis le coaching, l'entraînement, c'est une passion. La vente, c'est une passion. J'ai des skills naturels en vente. J'adore l'argent. Donc, c'est sûr que je vais me renligner un peu plus vers la vente parce que non seulement c'est une passion, mais je suis un gars à l'argent et j'aime l'argent. Donc, m'aligner là-dedans, ça me parle encore plus que l'entraînement. Mais l'entraînement reste une passion à la base. Donc, c'est sûr que je tripe autant, juste à plus petite échelle, mettons. Fait que. Ça a du sens. Puis l'autre chose aussi, c'est que vient qu'à 60 clients aussi, c'est énorme. Puis tu fais rien que ça. Puis un moment donné, je viens saturer. Puis, tu sais, c'est le service client qui va finir par être impacté parce que moi, je me tanne, tu sais. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi. Je veux offrir un service A1 autant en business qu'en vente qu'en client. Donc, je veux offrir du A1 tout le temps. Puis, tu sais, c'est ce qu'on prône chez nous. Donc, c'est du A1. Donc, c'est sûr que si je fais juste du 60 clients tout le temps, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Je ne suis juste pas la bonne. Puis, 10 clients, bien ça, je vais être capable de donner, 10-15 clients, je vais être capable de donner du A1, je vais être capable de le faire, puis je vais avoir envie de le faire aussi, là, tu sais. Donc, c'est tout ça aussi, c'est de regarder où est-ce que tu es performant, tu sais. Donc, tu sais, Jacob aussi, il me l'a déjà dit un moment donné, tu sais, tu es pas mal plus performant pour l'entreprise, tu es pas mal plus profitable pour l'entreprise quand tu occupes tes fonctions de directeur que quand
tu es entraîneur. C'est pas Ouais. là que tu es bon. Puis je le sais, il y a du monde qui va être meilleur que moi pour avoir 60 clients, puis c'est sûr, puis on en a ici des coachs qui sont meilleurs que moi pour dealer avec ça, 40, 50, 60 clients, sont vraiment meilleurs que moi, vraiment plus outillés naturellement que moi. Moi, mes skills sont ailleurs pour dealer avec mettons, un plus gros bassin de gens. Donc, c'est d'organiser son haut et force aussi parce que c'est important dans une entreprise, c'est important n'importe où dans la vie d'être dans des positions où est-ce que tu es, où est-ce que tu devrais être, donc dans une position de performance. T'sais. Puis je pense que là, je le suis vraiment, vraiment. Là, un petit peu de client, coaching, beaucoup plus business, vente, puis me concentrer moi aussi sur la vente, former mes gars aussi sur la vente, sur comment parler avec les humains finalement. Puis c'est ça. Donc, vraiment, ça ressemble à ça. Ouais, moi aussi, je suis comme toi. Je pourrais pas handle 60 clients longtemps. C'est comme là, moi aussi, j'ai commencé de plus en plus à en déléguer. Il m'en reste environ 25. Éventuellement, ça risque de s'en aller un petit peu plus comme toi dans le 15 clients. Puis même chose que toi, pas que j'aime pas ça, c'est juste, je trouve que j'aime beaucoup ça, former mes gars. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime ça, puis il faut que je le fasse, mais passer du temps avec l'équipe, passer du temps avec les gars, avec les filles, il faut que je le fasse, mais si j'ai 60 clients, je n'ai pas le temps de faire ça. Totalement. On ne peut pas grossir en tant qu'entreprise. Puis mes coachs ne peuvent pas donner un service encore plus A1 aux clients parce que moi, je ne suis pas assez là pour les former. Bref, je partage vraiment tout ce que tu dis. Totalement. Puis, tu sais, la vente, tu sais, souvent aussi, les gens vont. Tu sais, quand je dis je forme les gars en vente, puis tout ça, tu sais, les entraîneurs, quand ils vont avoir des appels, tout ça, tu sais, souvent, les gens sont comme aïe, tu sais, ils veulent juste faire de la vente, blablabla. Mais non, en fait, c'est que meilleur que tes coachs dans ton entreprise vont être en vente, mieux qu'ils vont être capables de conseiller réellement le client. C'est ça qui arrive, en fait, puis c'est ça que les gens ne se rendent pas compte parce que des vendeurs de chars qui te font des techniques de vente des années 80, ça, c'est vraiment de la merde. Mais c'est pas ça qu'on fait. C'est que être formé en vente, c'est de connaître l'humain, c'est d'être capable de lire entre les lignes, de poser les bonnes questions pour aller chercher le pourquoi du comment, puis pas juste proposer un prix, puis des séances d'entraînement privé, puis un suivi. Là. C'est de vraiment être sûr, est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a de besoin? Est-ce qu'il y a besoin de plus gros ou plus petit? Mais pour ça, les gens restent souvent en surface quand tu as des appels. Puis il faut que tu sois bon en vente, il faut que tu sois capable d'écouter la personne, savoir comment y parler, savoir comment la faire parler, s'ouvrir à toi. C'est ça qu'on va aller chercher avec la vente. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte quand que je dis directeur des ventes, ouais, tu n'es pas coach. Non, ça te prend une partie de vente. C'est vraiment primordial. Surtout qu'on est dans le service client, bien, ça rentre dans le service, être capable de tirer vers du nez du client, savoir pourquoi il est là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'attend, qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis qu'il ait le meilleur retour sur investissement possible parce que tu vas y avoir donné exactement pas ce qu'il veut, mais ce qu'il y a de besoin. Puis ça, c'est la grosse différence entre un vendeur puis un vendeur de char, puis un conseiller plus comme on fait nous autres dans le fond. Là, Donc, ça va être vraiment... Parce que si le client, tu y vends, par exemple, parce que tu as zéro skills en vente, si tu y vends, exemple, ton suivi, 52 séances, gros prix, toute la patente, puis au final, c'est ce qu'il voulait, mais ce n'est pas ce qu'il avait de besoin. Finalement, il a peut-être besoin de 104 ou 156 séances, mais que tu n'as pas été capable de poser les bonnes questions. Bien, c'est un client insatisfait. C'est quelqu'un qui va sentir qu'il met l'argent, qui sort l'argent par les fenêtres. Puis au final, c'est ça qui vient d'arriver. Puis si on est là pour vraiment aider la personne, bien, ça prend du monde qui sont capables de déceler ce que la personne a réellement besoin, puis d'y offrir ça, puis d'y expliquer que c'est ça qu'il a de besoin pour les objectifs qu'il veut atteindre. Je voulais juste clarifier l'aspect vente parce que des fois, c'est un peu mal vu. Puis on dirait que c'est comme un domaine qui est jugé. Moi, je trouve que c'est jugé fois 1000. Oui. Puis quand tu te rends compte que je suis comme, man, j'aide juste encore plus les gens comme ça. C'est ça l'affaire. Je veux dire, moi, tu vends pas un crayon marqué stylo B dessus. Là. Tu vends on l'a dit tantôt, tu vends un développement d'humain. Je pense que Christy, moi, je veux aider les humains. Elle m'a poussé pour aider les humains le plus possible. Totalement. Puis si la personne qui t'appelle, a toujours besoin d'aide. Elle ne t'appellerait pas si elle n'aurait pas besoin d'aide. Donc maintenant, c'est de trouver la meilleure manière de l'aider. Puis pour ce faire, il faut que tu lui poses les bonnes questions, il faut que tu connaisses l'être humain. C'est ça qui arrive. Puis c'est pour ça que dans le domaine de l'entraînement, oui, il y a un gros aspect vente. Puis je pense que si tu es un coach et que tu n'as pas de formation en vente, bien, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté de bien servir ton client. C'est surtout ça qui arrive. Puis, en tout cas, bref, ça, c'est ma vision de ça. Puis c'est comment que je l'apporte aussi à mon équipe. Là, non, ce n'est pas de la vente à pression. Non, c'est pour la vente conseil.
Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans tes clients ou dans mes clients qui était malheureux de ce que tu as vendu? Je pense que la plupart du temps, on est right on sur ce qu'il avait de besoin puis il est super content après. Exact. Fait que c'est ça. Bon talk sur la vente. Oui, ben je voulais juste le clarifier parce que souvent, c'est vraiment mal vu puis ils sont comme Quantum, c'est des vendeurs. Là. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça où Achat Performance, c'est des vendeurs. Mais non, c'est pas ça. Il y a vraiment un autre aspect à ça. Là, exact. Ouais. Bref. Dernière question de T.Quentin66. Je ne sais pas si c'est tes clients ou si. Non, mais j'ai jasé avec sur Instagram. C'est Timothée Quentin. Timothée, excellent. Il te demande toujours rester dans une aptitude active versus full stretch. Oui, là, il manque un peu de viande autour de l'os, puis il manque un peu de contexte. Mais tu sais, si je voudrais répondre logiquement, on a déjà parlé de l'amplitude active passive, fait que pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Donc, tu devrais toujours rester dans une amplitude active, à moins que tu sois un haltérophile puis que c'est ton sport d'aller dans une amplitude passive pour ensuite aller dans une active. Mais là, ça, il y a des manières d'aller jouer là-dedans. Sinon, full stretch, c'est sûrement son passif, j'imagine. Exact. Mais sinon, moi, je pourrais le réutiliser d'une autre manière. Un full stretch, ça pourrait être intéressant dans un gain d'hypertrophie. Donc, un full stretch, après exemple, un set, ton dernier set de leg extension, tu vas aller faire un stretch qui va créer plus de dommages musculaires. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être bien placé. Fait que ça pourrait être intéressant en hypertrophie. Je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire avec full stretch, mais ça reste que ça pourrait être intéressant. Tu sais. Ouais. Tu fais tes flies, c'est ton dernier set. Puis après ça, tu viens chercher un full stretch avec une charge dans les mains, puis tu restes un 30 secondes, 50 secondes, peu importe ce que tu vas avoir programmé. Tu crées encore plus de dommages, plus de déchirement de fibres. Donc, ça, au niveau du gain d'hypertrophie, c'est une technique, c'est une manière de le faire, puis ça peut être intéressant si c'est bien fait, bien programmé, évidemment. Le faire à tous les fois, ben c'est pas bon, mais ça pourrait être intéressant. Sinon, ben passif-actif, ben, comme on avait dit, toujours actif pour. Puis Timothée, je pense, en tout cas de mémoire, sur son profil Instagram, c'est pas un haltérophile. Fait que pour toi, je te dirais actif all the way, tout le temps. Excellent. That's pretty much it. Question répondue, podcast part 2 terminé. Un gros merci, man, d'avoir. Ça fait. On a TP 2 heures de podcast au total, man. C'est excellent. Tu vois qu'on aurait pu encore plus continuer sur bien des sujets. Absolument. On a juste parlé de squat, puis ça a varié un peu à gauche et à droite. Fait que, il y a plein d'autres sujets encore qu'on pourrait parler. Éventuellement, peut-être. Certain. Ben oui, certain. Fait que, puis, deuxième podcast, encore une fois, où est-ce qu'on peut te suivre? La même place que le premier. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Je suis très, très, très actif sur Instagram. Fait que PA, Quantum Training. C'est là que je suis le plus actif, donc je suis le plus facilement rejoignable aussi. Puis dans le fond, j'ai une page Facebook, mais c'est une page personnelle, donc comme j'avais expliqué. Donc, allez sur ma page personnelle pour m'ajouter. Ça ne veut pas dire que je vais vous ajouter parce que c'est ma page personnelle. Puis j'ai une page professionnelle, PA Wallet, sur Facebook, mais je ne l'utilise pas. Donc, si vous voulez vous abonner à ça, ça sert un peu à rien. Fait que Instagram, ça va être de best. Excellent. Fait qu'on va mettre le lien en dessous. Pour ceux qui veulent aller joindre ton profil. Numéro 1. Fait qu'un gros merci encore, PA, puis on se revoit bientôt. Ben, merci beaucoup. Merci de l'opportunité. Ça fait plaisir. Salut.